Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On peut enlever le masque. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est pour vous faire un point sanitaire du lundi 13 septembre au soir. Donc au cours de la journée d'hier du lundi 13, il faut malheureusement déplorer le décès de 2 personnes, ce qui porte à 4 le nombre de personnes décédées depuis le début de cette crise. Alors, les 2 personnes qui sont décédées sont 2 personnes âgées qui malheureusement n'étaient pas vaccinées et surtout qui souffraient de comorbidité. Donc devant cette augmentation de décès assez significative pour nous, puisqu'on est au début de la crise, le gouvernement a adressé sincères condoléances aux familles qui sont touchées dans cette terrible épreuve. Et donc je vais passer la parole au docteur De Grelin. Merci beaucoup, M. Slamet. Donc, je souhaitais aussi, au nom du Medipôle et de l'ensemble des médecins, adresser toutes nos condoléances aux familles. C'est une épreuve que nous traversons tous, qui est difficile. Vous savez que on ne peut pas permettre, une fois que le patient est décédé, aux familles de le voir. C'est très dur. On va faire tout notre possible pour appeler les familles avant que cela se produise, quand on peut le prévoir dans les heures précédentes, pour que les familles puissent venir dire adieu aux patients. C'est compliqué, c'est une organisation, donc je sais que c'est beaucoup de souffrances, beaucoup de deuils qui sont difficiles à faire, et donc on est de tout cœur avec ces personnes, ces familles, ces amis qui sont aujourd'hui dans la souffrance. C'est une expérience qu'on va malheureusement vivre de plus en plus dans les prochains jours. La semaine dernière, j'étais venu vous parler de l'état sanitaire du pays. Aujourd'hui, il est dans l'état dans lequel nous avions envisagé malheureusement qu'il soit. On a admis cette nuit plus de 60 patients dans l'hôpital, portant à plus de 115 le nombre de patients hospitalisés aujourd'hui au Medipôle dans les secteurs de médecine, et plus de 15 malades en réanimation. Donc c'est une catastrophe sanitaire qui s'annonce, à laquelle nous avons déjà un certain nombre de mesures qui sont mises en place et que je vais vous détailler. Donc on doit faire face de manière tous solidaire. On a besoin de volontaires, et je vous redirai encore dans quelle spécialité et comment nous souhaitons utiliser ces volontaires. Le nombre d'augmentation de cas qui arrivent aux urgences est très important. Il va se poursuivre aujourd'hui, sans saturation des urgences malgré tout, même si le travail est extrêmement difficile. Et il faut savoir que nos urgentistes sont déjà fatigués, que les équipes font énormément, se donnent, les paramédicaux, les médecins, et je les salue, je les remercie. Je les ai vus hier soir, je les ai vus ce matin. Ils sont fatigués, mais ils sont prêts et déterminés. Les patients qui arrivent sont des patients qui arrivent dans un état déjà oxygéno-requérant. C'est-à-dire qu'on a peu aujourd'hui de patients qui viennent dans un état qui ne justifie pas une hospitalisation, et c'est la raison pour laquelle les hospitalisations sont si importantes. Nous avons prévu 170 lits d'hospitalisation aujourd'hui à 14 heures, et nous en avons 115 qui sont utilisés. Nous avons prévu 20 lits de réanimation aujourd'hui, et nous en avons déjà 15 d'utilisés. Donc vous voyez que la saturation est proche, très proche, et nous allons devoir augmenter nos capacités. Pour ce faire, nous allons essayer d'ouvrir des lits supplémentaires si nous le pouvons, et nous avons trouvé une autre solution qui est la réquisition des hôtels. Et je tiens à remercier profondément le gouvernement et le OCR ainsi que la DAS pour leur aide dans cette réquisition. La DSCGR, avec qui nous travaillons tous les jours, fait un travail formidable depuis 24 heures, 48 heures, et même bien sûr avant, pour nous aider dans la gestion de ces hôtels. À quoi servent les hôtels réquisitionnés? Ces hôtels servent à placer des patients
sous surveillance. Aux urgences, on a quelques patients qui pourraient justifier non pas d'une hospitalisation, mais d'une surveillance simple. Vous savez que le Covid s'aggrave au bout de 5 jours, peut s'aggraver au bout de 5 à 7 jours après l'apparition des premiers symptômes, avec parfois une atteinte pulmonaire. On doit la dépister. Il vaut mieux la dépister en hôtel, dans une structure organisée, avec des équipes formées, plutôt que laisser les gens à la maison. Pour ce faire, on a mis en place une coordination avec un numéro destiné aux médecins généralistes qui peuvent demander, une fois qu'ils ont vu leur patient en consultation, le placement d'un patient en surveillance en hôtel, quand il ne justifie pas l'utilisation de l'oxygène. Ça nous permet d'avoir en un même centre, en un même lieu, 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes ou 500 personnes qui sont surveillées, dont on prend la saturation le matin, le midi et le soir, et qui peuvent éventuellement être hospitalisés si jamais les premiers symptômes de décompensation apparaissent. Ça nous évite d'avoir à domicile des patients qui pourraient décompenser et que le SAMU pourrait aller chercher trop tardivement. Les Calédoniens attendent souvent que les symptômes s'aggravent pour nous prévenir. Il ne faut pas le faire. Je demande à tous les Calédoniens qui ont des symptômes aujourd'hui, des symptômes évocateurs de Covid, de contacter leur médecin généraliste aujourd'hui. Les médecins généralistes ont été appelés, formés. On a fait une réunion déjà vendredi dernier avec une grande partie d'entre eux pour leur expliquer l'organisation globale de la prise en charge de ces malades. Ils ont les procédures, ils ont les protocoles, ils ont le numéro de téléphone du médecin régulateur que nous avons mis en place vendredi entre les hôtels et le CHT, et donc on peut réguler ces patients. Il ne faut pas appeler le 15, ça ne sert à rien. Il ne faut pas téléphoner sur la plateforme de renseignement, ça ne sert à rien non plus. Il faut que vous appeliez votre généraliste pour qu'il puisse faire le travail pour lequel il a été formé et qu'il connaît très bien, et qui consistera à vous orienter le mieux possible. Nous réfléchissons à mettre en place une plateforme pour les gens positifs, une plateforme téléphonique pour les gens positifs qui ont été confirmés positifs et qui ont des questions à se poser. Cette plateforme, elle sera strictement réservée, si nous arrivons à la monter rapidement, aux patients positifs qui n'auraient pas de généraliste ou qui n'auraient pas la réponse souhaitée. La priorité, ce sera... actuellement, il y a de nombreux patients positifs à la maison et la priorité, ce sera de gérer la surveillance. Un point très important. Je vous rappelle les règles d'autoconfinement à domicile. Aujourd'hui, probablement plus de 600, 700, 800 patients, je ne sais pas, sont à domicile, positifs. Une fois qu'ils ont été confirmés, qu'ils savent qu'ils sont en autoconfinement à domicile, ils doivent respecter strictement les règles d'autoconfinement. Ils doivent rester dans une chambre seule et isolée dans leur maison. Les repas doivent leur être fournis par le reste de la famille. Il ne doit pas y avoir de contact avec le reste de la famille. Il ne doit pas y avoir de mélange de serviettes, de mélange de linge. L'autoconfinement à domicile, c'est un élément capital du dispositif pour limiter la contamination au sein de vos familles. Ces patients peuvent toujours se renseigner auprès de leur médecin généraliste pour des questions qu'ils auraient en lien avec leur autoconfinement. Ensuite, ces patients, nous allons probablement leur confier un numéro de téléphone pour appeler, pour voir si on doit les mettre en hôtel ou pas. On est en train de mettre en place une organisation très originale qui est très rapidement mise en place et qui va, selon nous, considérablement améliorer la prise en charge de tous ces patients qui sont à la maison. Ça évitera aussi le transfert et l'arrivée massive de patients aux urgences qui ensuite auraient un goulet d'étranglement pour être pris en charge. Pour l'instant, nous avons géré avec beaucoup de courage, je le redis, mais ça risque d'être compliqué dans les prochains jours. Donc, il va falloir pré-trier ces patients. Donc, ce système est en place, il est déjà fonctionnel. Il manque encore peut-être une plateforme pour les patients positifs. On est en train d'y réfléchir. Et surtout, votre médecin généraliste va être armé pour cela. Dans les 24 heures, les tests antigéniques qui ont été récupérés au niveau de la DAS sont en cours de distribution dans les pharmacies. Les protocoles sont écrits et très vite, mais pas aujourd'hui,
les médecins généralistes seront en mesure de faire les TROD dans leur cabinet et d'orienter au mieux les malades. Il faut que tous les patients soient vus par un médecin, qu'ils soient aux urgences ou généralistes. Il ne faut pas envoyer aux urgences des tests de dépistage quand on est asymptomatique. Il ne faut pas saturer les urgences, ça ne sert à rien et ça créera des défauts de prise en charge. Il ne faut adresser aux urgences que les patients qui ont un risque d'hospitalisation avec des signes respiratoires, des patients qui sont à risque et qu'il faut diagnostiquer. Est-ce qu'ils doivent rester à l'hôpital ou est-ce qu'ils peuvent partir en hôtel? Actuellement, il y a environ 50 patients à l'hôtel qui sont déjà pris en charge pour leur surveillance. La durée de surveillance en hôtel n'excédera pas 10 jours. Au bout de 10 jours, les patients pourront sortir. C'est vraiment fondamental de pouvoir faire tourner ces hôtels sur les prochains jours. Il y aura des entrées tous les jours en hôtel et des sorties tous les jours. C'est un énorme travail de la DSCGR qui est déjà très fatiguée de son travail précédent et je tiens à les remercier du fond du cœur. Donc, quand on vous propose d'aller à l'hôtel, ne dites pas non. On a quelques refus. Ne dites pas non. Vous serez toujours mieux pris en charge en hôtel. Parfois, certaines personnes ne peuvent pas s'isoler à domicile parce qu'ils n'ont pas la chambre, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les personnes pour les surveiller. Parfois, les gens vivent seuls. Et donc, ces gens-là pourront bénéficier d'un isolement en hôtel. Donc, c'est fondamental dans le dispositif, ces hôtels, parce qu'ils vont permettre de désengorger l'hôpital. Merci, docteur. Vous l'avez compris, hein, que tout le dispositif qui a été annoncé par le docteur, c'est pour éviter l'embolisation des services, éviter de saturer le service de réanimation. C'est important. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'arme principale de cette crise. Contre cette crise, c'est la vaccination. Pour rappel, les vaccinations ont toujours lieu aujourd'hui dans les CMS des 3 provinces. À Nouméa, au Médipôle, au centre de la CAFAT Receiving. Sur rendez-vous, tous les détails sont sur le site du gouvernement, gouv.nc. Des vaccinodromes sont également ouverts sans rendez-vous à Kouékara et à l'hôtel de ville de Nouméa toute la semaine. Hier lundi, à l'hôtel de ville, 618 personnes ont pu recevoir une première ou une deuxième injection. 120 personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre le Covid-19 il y a plus de 6 mois ont également bénéficié d'un rappel. Ces personnes, comme à Kouékara, sont orientées dans une file d'attente bien spécifique. Elles sont assises à chaque point d'attente et tout est fait pour réduire leur temps de parcours. Le vaccinodrome de l'hôtel de ville reste ouvert cette semaine jusqu'à vendredi. Il sera prolongé la semaine prochaine, du lundi 20 au lundi 24 septembre, de 8h à 16h. Il est également ouvert ce soir uniquement jusqu'à 20h. Il faut rappeler également qu'un vaccinodrome sera ouvert demain, mercredi 15 septembre, à la fois. Le samedi 18 septembre, plusieurs opérations sont organisées à Nouville. C'est un vaccinodrome gouvernement et Croix-Rouge française. Au foyer wallisien, également. Au Congrès. Ce jour-là, le centre de vaccination de la CAFAT Receiving est également ouvert sans rendez-vous. Je répète, sans rendez-vous, le samedi 18 septembre. En province nord, les centres hospitaliers, que ce soit Koumak, Poindimier et Koné, et dans les centres médicaux également, selon un planning précis. Pour le moment, on n'a pas encore ce planning, mais il devrait sortir. En tous les cas, il y aura la possibilité d'aller vous faire vacciner. Dans les communes de Poya, Koumak, Yingen, Wailou aujourd'hui et jusqu'à samedi inclus de 8h à 16h. En province des îles, la vaccination se poursuit dans les centres médico-sociaux de Oué et de La Roche. Le CMS de Douvéa a ouvert un centre à la Maison d'Air, lundi et mardi. L'équipe demain sera au dispensaire de Saint-Joseph. Et en outre, il y a un Vaxitrib qui poursuit sa tournée dans les tribus de Lifou et Marais. Donc ce dispositif-là, c'est d'aller rechercher les personnes
pour être vacciné. Donc, vous l'avez compris, qu'il ne faut pas relâcher la vaccination. C'est important, on a senti un frémissement au début de la crise. Là, il y a un tout petit ralentissement. Il ne faut surtout pas relâcher. Surtout pas ne pas relâcher. C'est le message d'aujourd'hui. Il faut aller se faire vacciner. Parallèlement, les dépistages se poursuivent. Afin de limiter la propagation de la maladie, la stratégie de dépistage évolue. Dépister, isoler sont les mots d'ordre. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le médecin, Dr Degrélan. L'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique, ce qu'on appelle plus communément les TROD, de type antigénique, se généralise sur l'ensemble du territoire. À compter de demain, mercredi 15 septembre, les personnes qui présentent des symptômes, alors nez qui coule, fièvre, toux, perte du goût, perte de l'odorat, ou les personnes qui ont été en contact avec une personne positive pourront réaliser ces tests en pharmacie et auprès des professionnels de santé, médecins, infirmières à domicile, kinés et chirurgiens dentistes. C'est ce que le médecin, Dr Degrélan, vous a dit tout à l'heure. Les tests mis à disposition dans un premier temps par la DAS seront par la suite approvisionnés par les pharmaciens eux-mêmes. Ces tests sont gratuits pour la population. Une rémunération à l'acte pour le professionnel de santé sera fixée par arrêté du gouvernement. Les soignants devront entrer les résultats des tests dans une application informatique développée par le gouvernement. Une attestation de résultats devra être remise aux patients ainsi qu'une fiche d'information sur la conduite à tenir en cas de résultats positifs. Je tiens à préciser que ces tests permettent d'obtenir un résultat en 15 minutes. Les patients positifs peuvent ainsi s'isoler au plus vite et suivre les consignes sanitaires qui sont détaillées sur le site du gouvernement. Les personnes ayant des signes évocateurs de la maladie avec un test antigénique négatif seront orientées vers leur médecin traitant qui décidera de l'intérêt d'un test PCR. Ces tests rapides demeurent un outil indispensable pour mesurer la diffusion du virus au sein de la population, mais aussi pour limiter sa propagation en isolant les cas positifs compte tenu de la couverture vaccinale encore insuffisante. Cet état des lieux est nécessaire pour orienter la stratégie sanitaire. Donc, je répète encore, le dépistage et surtout la vaccination. Donc, pour rappel, les personnes qui ont des symptômes sérieux peuvent se faire tester dans les centres de dépistage. Il est inutile de s'y rendre si vous avez ces symptômes, si vous avez ces symptômes, nez qui coule, toux, perte du goût ou de l'odorat. Ils peuvent se faire tester. Les patients doivent prendre conseil auprès de leur médecin traitant ou le médecin du centre médico-social le plus proche de chez eux pour évaluer ces symptômes. Il est inutile et contre-productif d'essayer d'obtenir une ordonnance de test si vous ne présentez aucun symptôme. Le drive de l'ancien dépistage de l'ancien CHT Gaston Bourré au centre-ville est ouvert 7 jours sur 7, sans rendez-vous de 8h à 16h30. L'accès se fait en voiture. Un deuxième centre de dépistage piéton est ouvert sur le parking médico-social de la CAFAT à la Rivière-Salée, de 8h à 11h30 et de 13h à 16h, du lundi au vendredi, sans rendez-vous. En brousse comme aux îles, en cas de symptômes sérieux, les patients doivent se rendre dans le CMS le plus proche pour se faire dépister ou dans les 2 établissements hospitaliers du Nord. Les personnes qui ne présentent pas de symptômes ne seront pas prises en charge. Il faut s'y rendre masqué et respecter la distanciation. C'est important également ce que je viens de vous dire parce que on a connu dans un des établissements du Nord une recrudescence de demandes en urgence pour des personnes qui n'avaient pas de symptômes. Ça a embolisé le service des urgences et qui a gêné beaucoup le personnel de l'hôpital.
Je voudrais vous annoncer aujourd'hui, mais hier le haut-commissaire l'a dit, il y a le couvre-feu qui entre aujourd'hui en vigueur dès aujourd'hui jusqu'au 27 septembre à minuit. Cela afin de limiter encore davantage les déplacements. Le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont décidé conjointement de restreindre la circulation nocturne entre 21h et 5h. Dans cet intervalle, tout déplacement, quel qu'en soit le motif, est interdit, à l'exception des trajets entre le domicile et les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, lorsque la présence d'une personne est indispensable et des situations d'urgence médicale. Il s'agit de la deuxième modification de l'arrêté conjoint du 6 septembre, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Il avait déjà été modifié le 10 septembre pour durcir les mesures de confinement prises initialement. Le haut-commissaire a indiqué que des contrôles stricts seraient menés par les forces de l'ordre. Seuls les déplacements pour des motifs professionnels impérieux ou des urgences médicales seront tolérés. Je vais finir avant de passer la parole au docteur. Vous avez compris de tout ce qui a été annoncé aujourd'hui que le pays est en situation de crise. Et pour reprendre un terme du médecin ce matin, docteur de Grélan, il a dit on est en situation de guerre. Et là, il faut que le pays, la Nouvelle-Calédonie, a besoin de toute la solidarité des Calédoniens pour surmonter cette grave crise. Et pour cela, je demande à tous mes concitoyens de respecter les règles de confinement et de respecter le couvre-feu et surtout d'aller se faire vacciner le plus intensément possible. Je les remercie. Merci beaucoup. 2 derniers points. Le premier, c'est que on va avoir besoin de volontaires. Peut-être 3 points. Le premier, c'est qu'on va avoir besoin de volontaires. Non pas pour 24 heures ou pour 2 heures, hein, de volontaires pour une semaine ou 15 jours. Avec des temps de repos, bien sûr, qu'ils se rassurent. Mais on va avoir besoin de volontaires médecins, vaccinés, parce qu'on ne mettra pas dans les unités Covid, les 6 unités Covid que nous avons actuellement, on ne mettra pas de médecins non vaccinés, hein. De médecins vaccinés pour nous aider à s'occuper des patients. Donc, s'il y a des volontaires, qu'ils contactent la direction des affaires médicales du Medipôle. On va avoir besoin d'infirmières, vaccinées aussi, pour renforcer nos équipes paramédicales qui, dans le cas du Covid, avec des malades qui sont hors réa, malgré tout, lourds, sous oxygène, on a besoin, le temps d'habillage, le temps de gestion des malades est plus long, on va avoir besoin de recruter des infirmières supplémentaires. Donc si en libéral, si des infirmières de ville souhaitent venir nous prêter un coup de main, pas pour une journée, mais pour une durée plus longue, pour qu'on puisse former le personnel, on ne va pas former tous les jours le personnel. Donc si les gens sont motivés, c'est un investissement. C'est un investissement comme celui qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment important. Et il faut qu'on ait bien sûr des personnels vaccinés. Le deuxième point, c'est que toute l'organisation dont je vous ai parlé, sur le tri des patients qui vont être hospitalisés ou qui vont à l'hôtel, ça c'est une idée originale, c'est une construction très rapide. Ça s'est fait dans quelques endroits, mais pas au niveau où on est en train de le mettre en place. Ça nous réconforte et ça nous donne de l'espoir. Je pense qu'on a les moyens. On aura, dans cette guerre dont vous venez de parler, on aura effectivement des patients qui vont mourir. On aura des situations dramatiques qu'on va vivre. Mais on a aussi de l'espoir parce que ces patients-là, eh bien, s'ils sont bien triés, on pourra les gérer mieux. Donc ça, c'est vraiment une très grosse organisation et elle est mise en place aussi dans le Nord. Elle sera mise en place dans les îles. Grâce à la compréhension du gouvernement et des provinces, on a mis en place des ponts aériens pour récupérer les malades avant qu'ils ne s'aggravent.
On met en place aujourd'hui, dans le Nord, dans les îles, des hôtels pour faire exactement la même chose que ce qu'on fait ici, sur les mêmes procédures. On est en contact avec les médecins pour remettre en place la même chose. Aujourd'hui, l'hôpital de Koné est en train de monter son unité Covid. Effectivement, il y a urgence à la monter pour que l'hôpital puisse recevoir des patients à mettre sous oxygène, et nous prendrons les plus graves d'entre eux, bien entendu. Donc cette organisation, elle est pour moi porteuse d'espoir, et je veux que la population calédonienne entende. On est dans une crise, certes, mais on s'est organisé et on veut tous faire face ensemble. Et je suis persuadé qu'avec la bonne volonté, la motivation de chacun, on peut faire le mieux du monde. J'en suis sûr. Donc il ne faut pas de vent de panique, il ne faut pas... Il y a des procédures qui sont en place, vous appelez votre médecin traitant, il est au courant, il a été formé déjà. Les gens ne sont pas perdus dans cette crise. Voilà. Le système sanitaire est organisé, et donc vous devez faire appel au système sanitaire et ne pas rester seul chez vous. Le mieux, c'est d'appeler votre médecin généraliste. Ils sont là pour ça. Le troisième point, c'est que tous les personnels, tous les malades actuellement hospitalisés sont non vaccinés. La vaccination, c'est l'arme numéro 1. Et je ne suis pas payé par le laboratoire Pfizer. Donc la vaccination, c'est le seul point sur lequel nous devons massivement mettre notre énergie en dehors de l'hôpital. Aujourd'hui, si on met les malades en hôtel, c'est pour justement libérer aussi du personnel pour renforcer la vaccination. Les malades qui vont mourir seront les malades essentiellement non vaccinés. Les malades les plus lourds, ceux qu'on a pris aux urgences hier soir, ils sont non vaccinés. On ne vous raconte pas de mensonges, on ne cache rien, on vient là pour vous dire toute la vérité. Moi, je suis médecin, je suis lié par un serment, et je considère la population calédonienne aujourd'hui comme une population potentielle de malades à qui on doit dire la vérité. Il n'y a pas il n'y a pas de faux fuyants, il y a une transparence. Voilà. Donc je viens vous le dire avec toute la force de ma conviction. Voilà. Les gens qui sont hospitalisés et qui sont malades, même les plus jeunes, ils sont non vaccinés. Donc vous devez, comme à Tahiti, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont répété, ils avaient raison, et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Donc vaccinez-vous dès aujourd'hui pour que dans 15 jours, la couverture vaccinale augmente massivement, et dans 15 jours, vous aurez 50% de risque en moins. Le deuxième injection vous protégera à 95%. 85-95%. Vaccinez-vous, s'il vous plaît, dès aujourd'hui, massivement, dans tous les centres qui ont été mis en place, pour éviter cette saturation que l'on connaît déjà et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur nos vies à nous tous. Merci. Bonjour Charlotte Manvy pour ANC. La première, vous disiez que vous aviez déjà 15 personnes en réanimation. Est-ce que vous devez déjà faire face à des choix difficiles et faire des tris comme ça a pu se passer en Polynésie? Alors oui, les choix vont être faits. Ils sont déjà en train de se faire. Et pour éviter cela, on est en train de monter une unité mobile qui va aller, notamment pour les personnes les plus âgées, directement auprès des domiciles et auprès des EHPAD. C'est un travail conjoint qui est en train de se mettre en place depuis vendredi dernier entre le CHS, soutenu par l'hôpital du CHS, le CHT, mais aussi, pas seulement pour les personnes âgées, ça concernera aussi les personnes à haute fragilité, comme les personnes à mobilité réduite qui sont jeunes, parfois des enfants aussi. Et donc, il faudra faire une prise en charge au plus tôt pour justement qu'on puisse apporter la meilleure réponse aux patients. Est-ce qu'il y aura des soins à faire et les faire en priorité? Voilà. Donc, c'est des choix en réanimation qu'on doit éviter au maximum. Et pour ça, il faut très tôt dépister la population la plus fragile et aller la voir, aller à sa rencontre. Donc, c'est un très gros travail de mise en place. Il faut recruter des équipes, du personnel pour cette équipe mobile. On va avoir besoin de recruter massivement, en fait. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, vous nous avez dit que toutes les personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des profils qui se dégagent, par exemple en termes d'âge, en termes de pathologies qui peuvent représenter des facteurs de comorbidité, d'origine sur le territoire? Est-ce qu'il y a un profil type de patient?
Alors, quand je vous dis que tous ne sont pas vaccinés, il y a peut-être un petit pourcentage mini. En fait, les patients sont arrivés hier. On a été assez occupés. Moi, j'ai pas eu le temps de faire les statistiques encore aujourd'hui. Laissez-nous un tout petit peu de temps pour faire les statistiques parce que entre hier et aujourd'hui, comme c'est 10 heures le point et qu'il faut être là à 9h15, on n'a pas eu le temps. Mais clairement, les patients qui sont pris en tout cas en charge, parce que moi je suis passé aux urgences ce matin, c'est des patients qui sont tous oxygéno-requérants. Donc ce sont des patients parfois qui ont des comorbidités, tous, et qui ont surtout un profil avec une obésité importante, y compris chez les jeunes, bien sûr. Et ceux-là, c'est des patients qu'il faut qu'on hospitalise. Voilà. Donc il y a l'obésité, c'est, vous le savez, un facteur majeur de risque. Et on a une obésité, une incidence de l'obésité en Calédonie qui est très importante. Bonjour, Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. Une question à propos du décès qui a été annoncé hier, qui était le 2e au total. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la personne? Est-ce qu'elle était vaccinée? Est-ce qu'elle présentait des comorbidités? Donc je rectifie, on a eu donc 2 décès cette nuit, de nouveaux décès, ce qui porte à 4 décès le nombre de décès. Sur les personnes qui sont décédées jusqu'à présent, dans l'ensemble, ce sont tous des personnes âgées avec comorbidité. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. On sait qu'une mission doit définir cette semaine les besoins généraux en moyens humains. Est-ce que vous avez déjà une idée des renforts nationaux dont vous aurez besoin? Justement. Et où il faut les orienter? Donc justement, il y a une équipe de 7 personnes qui doit arriver mardi, je ne me trompe pas. Et donc, ce sont des préfigurateurs, c'est-à-dire qu'ils viennent pour préparer justement la stratégie et surtout faire un inventaire des moyens à mettre en place sur l'ensemble du territoire et de mettre en place un système coordonné. Donc, fort de leur expérience, d'après ce que j'ai compris, ce sont des personnes qui ont cette expérience-là. Et donc, le haut commissaire et l'État nous a expressément diligenter cette équipe de 7 personnes qui sera sur le territoire, sur l'ensemble du territoire pour évaluer les besoins. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Merci au SARIA d'avoir réagi si vite à notre demande de mise en place de réserves supplémentaires qui a été formulée, je vous rappelle, lundi dernier, au début de la crise. L'équipe arrive effectivement demain. Et les rendez-vous sont déjà pris au Medipôle pour toute cette équipe dont nous avons déjà eu un contact avec le professeur Paya, qui est le responsable anesthésiste réanimateur de cette équipe et qui a une très bonne connaissance puisqu'il a eu déjà des expériences similaires dans d'autres structures, dans d'autres territoires ultramarins de métropole. Et donc voilà, on a déjà eu un premier contact hier avec lui et il commence à travailler dès mercredi après-midi. Mathieu Inderel pour Calédonia. Donc le système de santé, vous l'avez rappelé, va être mis à rude épreuve. Ça aura un coût pour la collectivité. Est-ce qu'on a une idée une évaluation du coût global justement aujourd'hui et du coup le RUAM est dans une situation particulièrement difficile. Est-ce qu'il y aura des conséquences, notamment sur des retards de paiement, peut-être pour les personnels soignants qui sont en première ligne? Alors il y a beaucoup de questions et beaucoup de problématiques dans une seule question, je vais dire. Voilà. Oui, on est en train d'évaluer le coût de cette crise. Selon les premiers calculs que l'on peut, mais vraiment, on est encore au stade d'évaluation. Je pense que il y a au-delà de 20 milliards. Hein, ça, c'est le coût annoncé. Reste à trouver les financements. Donc, vous savez les difficultés de la Nouvelle-Calédonie. Et le gouvernement, aujourd'hui, se précipite, je vais dire ça comme ça, à trouver les moyens de financement. Mais en tous les cas, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui sur l'organisation, sur la réquisition des hôtels, sur la mise en circuit des professionnels de santé libéraux, tout cela a un coût. Et lorsqu'on additionne, selon une première évaluation, je suis persuadé qu'on ira au-delà de 20 milliards. Et concernant donc le paiement des salaires pour le mois à venir, est-ce que
les professionnels peuvent être. La question est déconnectée de la crise, là. Je vais dire oui, les salaires des hôpitaux seront assurés. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question a été réglée. Martin Chamasson, c'est première. Vous avez évoqué que les pharmacies seraient approvisionnées en tests. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Oui, tu vois. Alors, donc, il s'agit des tests antigéniques. Les tests antigènes, on a discuté la semaine dernière l'utilisation au plus près de la population de ces tests pour éviter une saturation des drives. Donc, toutes les personnes qui sont symptomatiques doivent appeler leur médecin généraliste, organiser ce prélèvement. Les pharmacies auront donc, en lien avec le médecin généraliste, des possibilités de faire ces tests antigéniques dont on vous a parlé tout à l'heure, dont les résultats sont disponibles en 15 minutes. Et les médecins généralistes pourront les réaliser dans leur cabinet, iront se fournir dans la pharmacie la plus proche. Donc le patient pourra avoir son résultat diagnostique, puis ensuite le médecin généraliste appellera la plateforme de coordination pour savoir où adresser son patient, ce qui n'est pas le SAMU, hein. C'est le centre de coordination qui est destiné non pas au personnel non médicaux, mais uniquement aux médecins. Et ensuite, il saura où mettre son patient. Il le saura déjà de base, parce mais il pourra savoir s'il y a de la place en hôtel, s'il y a de la place au Medipôle, à quel endroit placer le mieux le malade. Hors extrême urgence, bien entendu, où là, c'est le SAMU. Donc, ces tests vont nous permettre de récupérer tous les patients qui sont positifs actuellement au sein du bassin de population global, sans obliger les gens à aller dans un drive. Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. Je reviens sur ma question de tout à l'heure qui concernait bien le cas qui a été annoncé hier, qui était le deuxième au total. Il y en a 2 de plus aujourd'hui, certes. Ce décès annoncé hier, est-ce qu'on en sait plus sur la personne? Est-ce qu'elle était vaccinée? Et deuxièmement, une question pour M. Slamet à propos du couvre-feu qui commence ce soir, à propos des personnes sans domicile fixe. Est-ce qu'il y a suffisamment de places d'accueil dans les centres? Et pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas de place, est-ce qu'il y aura une tolérance qui sera accordée pour la première nuit, ou pour les suivantes aussi d'ailleurs? Je vais répondre à cette question-là en premier. Donc oui, pour les SDF, il y a un dispositif qui a été mis en place. Il est vrai qu'on a quelques difficultés pas par rapport au nombre de places, mais par rapport aux réticences des intéressés, certaines réticences. En tous les cas, il n'y aura pas de tolérance sur le couvre-feu. On ne peut pas tolérer le couvre-feu, c'est une mesure indispensable et surtout une mesure extrême qui ne peut pas être accommodée de tolérance. Mais en tous les cas, le dispositif fera son possible justement pour les SDF. Oui, on l'a prévu. Donc je suis désolé, j'entends bien votre question. Je vois absolument aucun intérêt à répondre à cette question qui concerne un patient. On a actuellement plus de 100 patients dans l'hôpital. Si vous voulez qu'on parle de chaque cas, je ne comprends pas l'intérêt de votre question. Aujourd'hui, on a 4 décès. Je ne vois pas pourquoi on parlerait d'un seul. Et demain, on en aura 10. On ne va pas parler de tous les... Je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble des patients qui sont décédés étaient non vaccinés. Donc après, on aura des décès chez les vaccinés aussi, parce qu'on a des comorbidités parfois qui sont très importantes. On a des patients qui décèdent, vous savez, on a 1,5 décès par jour au Medipôle en moyenne. Donc là, ça n'intéresse personne, cette question-là. Donc on aura des patients vaccinés, hein, je suis désolé, je vous réponds peut-être un peu abruptement, mais on a des patients qui décèdent depuis des années, tous les jours. C'est comme ça, c'est l'hôpital, les patients sont graves. On a des patients qui, vaccinés, vont faire un AVC. Vous voyez ? Et ceux-là, parfois, l'AVC, il sera massif, et même vaccinés, ils vont mourir, et pourtant, ils seront Covid positifs peut-être. Mais on en a, par exemple, un qui est sorti de réanimation, qui était vacciné, qui n'était pas hospitalisé pour de la réanimation, et il est sorti parce qu'il était guéri de son Covid, vous voyez. Donc, cette question, à mon avis, elle est vraiment trop par le petit bout de la lorgnette. Voilà. Grosso modo, les gens qui sont admis à l'hôpital, ils sont non vaccinés, et on aura tellement plus de morts chez les non vaccinés que chez les vaccinés. Bon, on en aura, c'est sûr, quelques-uns, anecdotiques. Chloé Mingour pour DNC. Docteur de Grélan, selon les données dont nous disposons, est-ce que on suit la même trajectoire que la Polynésie ou est-ce que finalement ça part plus vite, plus fort? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus? Alors, vous avez raison, on suit une trajectoire assez incroyable. Pourquoi? Parce que le virus il circule depuis, comme on l'a dit la semaine dernière, probablement plus de 3 semaines. Probablement maintenant, 4 semaines, ça fait 1 semaine qu'on le dit. Donc oui, on a une trajectoire assez incroyable. Maintenant, les mesures, elles ont été prises de manière stricte. Et si les gens appliquent ces mesures et si les gens se font vacciner, on a une chance.
On a une chance de ne pas vivre une crise aussi dramatique que celle de la Polynésie. Mais on va quand même vivre des drames, ça c'est sûr. Charlotte Menby pour ANC La Première. Vous avez lancé un appel à des soignants volontaires. Il y a une réserve sanitaire qui a été mise en place. Quelle est la différence entre les deux pour ceux qui voudraient se porter volontaire? Quand est-ce qu'on s'adresse à la réserve du gouvernement et quand est-ce qu'on s'adresse directement au Medipôle? Je peux répondre? Je vous remercie. Oui. Je vous remercie pour cette question. Très clairement, la réserve sanitaire, elle va être utilisée, je pense, de manière ponctuelle. Et si jamais il y a des gens qui veulent s'engager, je parle de contrat avec prise en charge des frais d'assurance. De cela, c'est au Medipôle qu'il faut qu'ils aillent ou au CHN quand ils vont avoir besoin de renfort. Voilà. Là, je parle pas d'un petit coup de main et de la générosité de chacun que je remercie parce que 300 c'est beaucoup en quelques jours et ça fait chaud au cœur. Et j'espère qu'on en aura encore d'autres. Je parle de professionnels de santé vaccinés qui savent déjà à l'avance qu'ils vont beaucoup travailler. Mais on a besoin de ces gens-là pour éviter l'épuisement rapide de nos équipes et peut-être l'agacement dont on peut faire preuve quand on est fatigué. Je voudrais rajouter, sur cette réserve, il n'y a pas que seulement du personnel soignant. Il y a du personnel administratif. Quand vous allez sur les vaccinodromes, il y a nécessairement des personnes qui rentrent les données, de personnes et on en a besoin, vu la multiplicité des centres. Eh ben, on est obligé de faire appel à des volontaires administratifs ou autres et soignants, pas forcément spécialisés, mais en tous les cas, on en aura besoin. On a besoin du plus grand nombre de personnes possible, de toutes les bonnes volontés. Mathieu Anderel pour Calédonia, c'est juste pour savoir si les réflexions avaient progressé au niveau de la poursuite du confinement. Oui, il y a une réflexion. Justement, il y aura à partir de ce soir, il y a le couvre-feu. Il y aura une évaluation qui sera faite de ce couvre-feu. Et donc, à la suite de cela, et compte tenu des résultats qu'il pourrait y avoir aussi à l'hôpital, c'est un ensemble. La poursuite du couvre-feu et la poursuite des mesures de confinement peut être envisagée. Alors, je suis prudent quand je dis ça parce que la dernière fois, je l'ai dit de cette façon-là, mais on a compris qu'on avait décidé. Donc, je le dis encore. Oui, selon l'évaluation de tous les dispositifs qui ont été mis en place, la discussion se fera sur le prolongement du couvre-feu et des mesures de confinement. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Pour le moment, 50 personnes sont dans les hôtels. Combien d'hôtels sont réquisitionnés en tout? De combien de chambres dispose-t-on? Et enfin, quel est le protocole mis en place? Je pense par exemple à des relevés de température ou autre. Vous parlez de désaturation tout à l'heure. Quel est le protocole sanitaire mis en place sur ces patients? Je pense, oui. Question très technique. Merci Nicolas. En fait, on a 597 places en hôtel potentiel. Essentiellement localisé dans un point géographique stratégique pour pouvoir avoir le plus de place et éviter les trajets SAMU pour aller les chercher trop. Voilà. Donc c'est essentiellement le Château Royal, le Méridien, probablement un autre hôtel encore. Mais cette réquisition, elle nous permet, comme vous l'avez compris, de concentrer les moyens et aussi de s'assurer de la meilleure surveillance possible, plus qu'à la maison. Donc on aura comme à domicile des complications, on aura comme à domicile des complications même extra-Covid qui peuvent arriver. Donc on a une équipe d'infirmières qui se monte. La DSCGR n'est pas illimitée en moyens, donc il faudra renforcer aussi la DSCGR. C'est en gros une infirmière pour 25 patients. C'est des bouteilles d'oxygène, 2 bouteilles au cas où, pour tenir en attendant que le SAMU arrive. C'est des masques haute concentration, c'est des passages quotidiens de l'infirmière, c'est un médecin du Medipôle sur place pour assurer cet hôpital Covid de la meilleure manière qui soit. Et c'est un autre médecin de coordination qui est présent, lui, au CHT, et qui font tous les deux la coordination H24 et qui répondent au téléphone, y compris aux médecins généralistes. Donc c'est une très grosse organisation qu'on travaille depuis vendredi. Et on peut dire que là, elle commence vraiment à se mettre en place grâce à la réquisition des hôtels qui va avoir lieu, qui a déjà eu lieu. En ce qui concerne la province Nord, il y a un hôtel qui a été réquisitionné à Koné, à Koumak et à Pointe-Dimier.
Alors, naturellement, c'est géographique, hein, c'est stratégique, puisqu'il y a 3 centres hospitaliers qui sont. Ce qui veut dire que donc, ces 3 centres hospitaliers, il y a 3 hôtels qui ont été réquisitionnés. Tout cela dans le même dispositif de ce qui vient d'être annoncé par le docteur. Et aux îles, il y a un hôtel aussi à Lifou, pardon. Voilà, merci. Merci beaucoup, protégez-vous. Prenez soin de vous.